Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le bon MJ. Aujourd'hui, on va faire une review, une fois de plus, d'un jeu qui m'a été gracieusement donné par Free Alligan. Alors pour le coup, là, on va parler de Morkbjörg. Donc c'est un jeu assez particulier. Je dois vous dire que je ne l'avais pas spécialement demandé. C'est pas un jeu auquel je m'étais intéressé, mais on me l'a envoyé. Alors je ne vais pas m'en plaindre. Je vais plutôt en profiter pour vous en parler. Donc Morkbjörg, c'est un jeu qui s'inscrit, je pense, dans l'OSR, sans trop me tromper. Je pense que c'est un jeu qui se veut un peu old school, qui a vraiment une patte graphique très particulière. C'est un jeu que je n'aurais jamais acheté tellement il n'est pas, il n'est pas en accord, enfin, avec ce que je recherche à la base, mais c'est quand même très intéressant. Et il y a des choix assez particuliers qui ont été faits pour ce livre, et on va voir un petit peu ça en détail. Donc déjà, le jeu, il est relativement petit, hyper solide, hyper bien foutu. Enfin, comme beaucoup de jeux OSR, on voit que c'est un peu pensé dans un aspect pratique dans un premier temps. C'est-à-dire que la qualité du bouquin est top. Par contre, contrairement à certains jeux OSR, on va voir qu'il a pas pris, comment dire, il a pris un peu à contre-pied certains acquis, parce qu'en général, les jeux OSR, ils sont faits pour être faciles à lire et rapides à feuilleter, etc., pour être utilisés quasiment tel quel en jeu, alors que là c'est assez spécial. Morkbjörg, en gros, c'est un jeu qui se veut apocalyptique. L'ambiance du jeu, c'est vous êtes dans un monde apocalyptique. Je vais commencer par là. C'est-à-dire que si je vais ici, les premières pages me parlent de l'univers. Alors c'est très très léger, c'est plus des pistes, des inspirations, etc. Mais globalement, ça nous dit que, si j'ai bien compris, il y a des sortes de créatures, des basiliques, The Two-Headed Basilisks, qui ont débarqué en gros dans un monde médiéval, hein, et qui ont un peu prédit l'apocalypse. Et il y a une église qui s'est créée un peu autour d'eux. Alors je suis pas exactement sûr parce que j'ai pas lu le truc en profondeur, je vais pas vous le cacher. Mais globalement c'est ça l'idée, quoi. C'est que c'est l'apocalypse. Ici on a une carte du monde que nous propose Morkbjörg. Alors après, je pense pas que le jeu soit hyper attaché à son setting. Il est plus attaché à son ton et à son ambiance. Donc pré-apocalyptique, c'est-à-dire que vous jouez la fin du monde. Un peu comme dans Warhammer, mais vraiment beaucoup plus proche de la fin du monde que dans Warhammer, quoi. Le sentiment de fin du monde est très très présent. Donc vous allez avoir la description de quelques cités-états, le palais du roi de l'ombre. Des thématiques assez gore, hein, on va pas se le cacher. Vous avez comme ça une petite présentation de l'univers. Les noms sont assez évocateurs quand même. Valley of the Unfortunate Undead, donc la vallée du mort-vivant malchanceux, on pourrait traduire grossièrement. Donc globalement, voilà, le but c'est de jouer dans un setting vraiment très 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 dark. Alors là, en feuilletant les premières pages, vous avez dû vous rendre compte que il y a une patte graphique qui est très particulière. Moi, quand je vois ça, ça me fait penser soit à des posters, soit, je sais pas, ça m'évoque genre, je sais pas, un tatoueur, le métal, une boîte de nuit. Donc il y a vraiment un style assez particulier. Ce qui est marrant, c'est que si on feuillette l'ensemble du livre, les illustrations sont pas toutes exactement dans le même style. On retrouve toujours il y a un truc qu'on retrouve partout, c'est ce code couleur du noir, blanc, rose, jaune, globalement. Des couleurs flashy, très punk, et avec des polices d'écriture, des typographies complètement différentes, des mots écrits sur 2 pages, etc. Donc en fait, c'est un bouquin qui est presque pensé comme aussi une œuvre d'art, finalement. Alors dans tous les livres de jeux de rôle, vous allez avoir des illustrations magnifiques, etc. Là, le livre dans son ensemble est vu un peu comme une œuvre, à mon avis. Et parfois, ça peut lui jouer des tours parce que il est pas prévu pour être pratique à lire, quoi. C'est-à-dire que des fois, vous avez du mal à lire certaines polices d'écriture. Des fois, il y a des couleurs. Alors, globalement, ça va, mais de temps en temps, vous avez un petit peu de mal à comprendre où est-ce qu'on essaie de vous emmener. La maquette est pas forcément hyper claire, quoi. Je reviens un peu en arrière pour montrer l'intérieur de la couverture. Ça, c'est un truc que j'aime bien dans les jeux de rôle quand cette partie du bouquin est exploitée. Alors souvent, il y a beaucoup de jeux où ils vont s'en servir pour vous donner une carte du monde, ce qui est très sympa.
Mais là, c'est vraiment des trucs activables. C'est un peu des tables aléatoires. Donc là, vous avez des trucs pour avoir des noms d'hommes ou de femmes, un générateur aléatoire de noms. Vous avez un générateur, enfin très court, mais un générateur avec des pièges, traps and devilry. Un truc pour générer le temps. Et on voit qu'en général, le temps, il est pas très bon dans l'univers de Morkborg. Vous avez aussi une table avec des trésors occultes et une table avec des trucs que vous pourriez trouver dans quelqu'un quand vous fouillez un cadavre, globalement. Et moi, j'ai bien aimé cette table-là en particulier, parce que je trouvais qu'il y avait des petites idées, en fait, de petits objets magiques qui donnent une saveur et qui ont un effet en jeu intéressant et qui tiennent, en vrai, sur 3 lignes, quoi. Donc c'est plutôt cool pour générer aléatoirement du loot fun et utile ou dangereux. Je préfère avoir énormément de petites idées comme ça, en général, plutôt que d'avoir, par exemple, un livre avec plein d'objets magiques, mais qui ont tous plusieurs paragraphes pour les décrire. Je trouve que c'est assez cool d'avoir des petits objets magiques comme ça, et à côté, des plus gros artefacts plus complexes, si j'en ai besoin dans une campagne. Mais pour les petits objets magiques, j'aime bien ce format, en tout cas. Donc voilà. Donc, moi, je trouve que ça, c'est vraiment cool, exploiter ces pages-là, parce que, évidemment, elles sont faciles à retrouver. Du coup, quand on cherche des tables aléatoires pour trouver des noms et des prénoms, eh ben, c'est pas compliqué. Alors que dans d'autres jeux où vous avez des tables aléatoires, bah, vous devez feuilleter votre livre, retrouver les tables aléatoires, alors que là, la question ne se pose pas. Aussi, vous avez un petit truc qui est quand même cool. Hein. Ça, c'est cool, quand il y a ça dans un bouquin, un petit « je ne retrouve plus le nom », et qui vous permet de marquer les pages. Un marque-page, peut-être. Un signé. Ensuite, on commence à arriver dans les règles. Alors là, ça c'est vraiment sympathique comme idée. Donc comme c'est un jeu apocalyptique, ce que vous allez faire, c'est que au crépuscule, non, à l'aube de chaque jour, vous allez jeter les dés pour déterminer un peu comment l'apocalypse approche. Donc en fonction de la durée de la campagne que vous voulez jouer, vous allez lancer un dé 100 si vous voulez jouer une très longue campagne, ou un dé 2 si vous voulez aller très courte, et là vous avez des solutions intermédiaires. Parce qu'en fait, quand vous allez lancer ces dés, donc imaginons que je veux faire une campagne A Cruel Month, donc un mois, une campagne qui durerait un mois, je vais jeter un dé 6 à chaque fois à l'aube, et si je fais un 1, eh ben on approche de l'apocalypse, et là je jette un dé 66, donc j'ai 2 dés 6, il y en a un qui sert aux dizaines, un qui sert aux unités, et ici j'ai du coup 66 versets d'une sorte de texte apocalyptique. Donc je vais vous en lire un au pif. Imaginons que j'ai fait 61. Là, je vais lire à mes joueurs ce verset 61. « You shall know the last day is come, the sun shall set and never rise. » Donc vous devriez savoir que le dernier jour est arrivé. Le soleil se couche et ne se relèvera plus. Donc voilà, ça fait comme ça un peu ce côté apocalyptique où chaque jour on s'en approche. Ensuite on entre dans les règles. Donc là c'est un truc très OSR, c'est-à-dire ce qui détermine qui vous êtes, c'est votre équipement avant tout, plus que vos capacités. Alors vous avez 2 possibilités dans le jeu. Vous pouvez soit prendre des classes, il y a 6 classes qui sont préfaites entre guillemets, ou jouer sans classe. Donc en gros vous déterminez l'argent que vous avez. Enfin ça c'est les trucs avec lesquels vous commencez, donc votre argent, votre nourriture, une petite outre d'eau, et ensuite vous tirez des dés pour savoir l'équipement supplémentaire que vous avez qui va aller de vos sacs. Peut-être vous aurez un âne pour porter votre équipement, peut-être une bombe, peut-être une lanterne, peut-être des torches, peut-être un crucifix en argent pour repousser un vampire, qui sait. Vous jetez des dés comme ça qui déterminent votre équipement. Si vous avez les étapes pour créer votre personnage, et là ils vous disent justement si vous voulez, vous pouvez utiliser des classes à la place. Ensuite, on arrive dans les armes, finalement, et les armures. Alors là, pareil, présentation pas hyper efficace, parce qu'un tableau avec tous les dégâts des armes, c'est beaucoup plus simple à retrouver. Mais par contre, il y a un effet, ça choque, entre guillemets. Donc là, on jette un dé 10 pour savoir l'arme avec laquelle on va commencer. Si je fais 1, je commence juste avec un fémur, par exemple. Ça donne le ton. Et ensuite, dans les illustrations, je retrouve les autres armes, et à chaque fois, leurs dégâts. Donc, un fémur, c'est un D4. Une épée courte, ce sera un D4. Si je me bats à main nue, ce sera un D2. Et ensuite, voilà, encore des armes. Donc, pareil, pleine page. On prend les 2 pages, on fout noir sur jaune, ultra flashy.
Et on a les dégâts de toutes les armes, dont un peu une arme un peu emblématique, le Zweihänder, donc l'épée... je sais pas exactement comment ça se traduit, je suis pas sûr qu'il y en ait vraiment une, mais en gros c'est les grosses armes lourdes, l'épée à deux mains. Et c'est d'ailleurs le nom d'un jeu qui est inspiré de Warhammer et qui a un thème un peu gritty, un peu semblable. Ici, on a les armures. Les armures réduisent directement les dégâts que vous subissez. Il n'y a pas de... Vous jetez un dé, ça réduit les dégâts. Et elles peuvent s'abîmer quand vous faites des échecs critiques, quand vous vous défendez, et passer d'une catégorie à une catégorie inférieure. Pour autant, ça reste la même armure, c'est-à-dire que si vous aviez une armure de plate, mais que genre elle est abîmée, bah elle va être moins efficace, mais elle va toujours autant gêner vos déplacements, parce que oui, les armures vont augmenter la difficulté de certains tests, etc. Ensuite, bonne idée, je me plaignais de la présentation précédente qui est pas forcément efficace, même si elle est cool. Et ben ici, ils reprennent tout de manière plus efficace. Et ça, c'est cool, c'est certainement là que je mettrai mon petit marque-page. Ensuite, vous avez les abilities. Donc, comme on est dans de l'OSR, on multiplie pas les compétences, etc. Vous avez juste force, présence, agilité et constitution, en gros. Et vous allez jeter des dés pour déterminer leur force, et vous n'allez conserver que les modificateurs. C'est-à-dire qu'on se fout un peu de savoir... par exemple, dans un donjon dragon, on a toujours des valeurs dérivées, ce qui est pas toujours très utile, je trouve. Vous avez, par exemple, si vous avez de 10 à 11 en force, vous allez avoir plus 0 en force, puis de 12 à 13, vous allez avoir plus 1, etc., etc. Là, non, vous jetez les dés, ensuite vous notez juste les modificateurs sur votre feuille. Pour les tests, bah, vous jetez un dé 20, vous ajoutez votre modificateur, vous ajoutez éventuellement des bonus circonstanciels, enfin, plutôt des trucs que votre équipement pourrait vous apporter éventuellement. Vous devez dépasser un degré de difficulté. Ici, vous avez des exemples de degrés de difficulté pour le MJ. Ici, on vous parle de ce que vous pouvez transporter en termes d'encombrement, donc Strength plus 8, donc c'est hyper simple. Pour les points de vie, très simple aussi, Toughness plus D8, vous ne pouvez pas descendre en dessous d'un point de vie, donc ça c'est vos points de vie de départ. Quand vous arrivez à 0 point de vie, vous êtes broken. Quand vous arrivez à des points de vie négatifs, vous êtes mort. Initiative, il y a une méthode pour si vous voulez juste faire par camp, genre si vous voulez aller vite et que ce soit facile à suivre, vous allez vous allez déterminer si c'est les joueurs ou leurs adversaires qui commencent et puis c'est tout. Ou vous avez un système plus détaillé basé sur l'agilité qui donne du coup plus d'importance à la caractéristique agilité. Quand vous êtes broken, donc vous arrivez à 0 HP, vous lancez un des 4 qui va déterminer si vous avez une hémorragie, si vous avez un peu des coups critiques, des trucs comme ça. Si on a l'attaque, la mêlée, la défense, il faut savoir qu'il y a que les joueurs qui jettent les dés. Les monstres ne jettent jamais les dés. Et du coup, quand ils font des réussites critiques, les joueurs, bah, il se passe des trucs cool, genre, je sais pas, ils vont faire plus de dégâts, ce genre de choses. Mais quand ils font des fumbles, donc des échecs critiques, là, leur équipement va se détériorer, etc. Ensuite, on arrive dans How Long is a Round, donc hyper court. Hein, pourquoi ne pas faire une méga grande illustration quand vos règles sont aussi courtes? Je vous le demande. A round is enough time to make an attack, donc un round, c'est assez de temps pour traverser une pièce et faire une attaque, quoi. Donc c'est très vague, en fait, on se fiche de ça, on veut pas de complexité. Ensuite, on a se reposer, le moral, truc assez courant dans les jeux OSR, donc pour savoir si votre adversaire va fuir ou non, il y a différents moments où il va potentiellement faire un test. Par exemple, si vous avez éliminé la moitié du groupe des ennemis, paf, ils font un test de morale. Si c'est un ennemi seul, par exemple un boss, à partir du moment où il a plus qu'un tiers de ses points de vie, paf, il va faire un test de morale. Et vous allez ensuite jeter un dé pour savoir s'il se rend ou s'il fuit. Vous avez une table pour les réactions aussi, parce que en général, comme c'est un peu bac à sable, vous entrez dans une pièce, vous savez pas si vos adversaires, si la personne que vous allez rencontrer sera un adversaire ou non, et c'est déterminé aléatoirement. Le MJ ne le sait pas forcément non plus, donc vous jetez les dés. Si vous faites 2 à 3, bah votre adversaire veut vous tuer. Si vous faites de 11 à 12, c'est finalement quelqu'un qui va venir vous aider. Et entre les deux, on est dans de la nuance. Getting better, donc comment on s'améliore? C'est très très simple, en fait on va acheter des dés. Si on fait plus que nos points de vie maximum, par exemple avec 6 des 10, et ben on va acheter un des 6 et on va l'ajouter à notre total de points de vie. On va pouvoir gagner des scrolls peut-être, donc là c'est plus pour le loot un peu, en fait, il vous explique que c'est le maître du jeu qui décide quand il y a une sorte de passage de niveau ou quelque chose comme ça. Et ensuite, vous suivez toutes ces étapes à ce moment-là. Donc, il y a peut-être potentiellement des équipements intéressants à gagner au passage de niveau. Et aussi, vous avez des ability change. Alors, en fait, vous allez jeter des dés pour savoir si une de vos capacités s'améliore ou non. Et parfois, elle peut même se détériorer.
Donc voilà, on n'est pas là pour rigoler, on n'est pas là pour devenir un mec hyper épique et invincible. Non, pas du tout. Ensuite, on a la magie. La magie, c'est relativement simple, c'est-à-dire que ça marche avec des scrolls, donc il n'y a pas de classe de magicien. Enfin, tous les personnages peuvent utiliser des parchemins. La magie n'est pas réservée à certains personnages. Vous allez pouvoir utiliser ces pouvoirs. Vous êtes limité dans la journée en nombre d'utilisations à partir d'un certain moment, donc par votre présence. À partir d'un certain moment, vous allez peut-être perdre des points de vie et subir des catastrophes finalement. Ici, on ne sait pas trop pourquoi c'est là, mais vous avez un des 20 qui vous permet de déterminer ce que vous demande un basilic. Donc, je rappelle, les basiliques, en gros, dans le setting, c'est un peu les annonciateurs de l'apocalypse, en quelque sorte. Et ils sont un peu au rang de divinité, si j'ai bien compris. Et du coup, bah, ça peut être une demande des 10 basiliques. Je sais pas trop pourquoi ça se trouve ici, très sincèrement. Ça aurait peut-être pu se retrouver dans la partie d'avant sur l'univers. Ici, on a les omens. Donc ça, c'est un peu les signes, c'est-à-dire, c'est des trucs qui vont vous donner la capacité de rejeter certains jets de dés, etc., d'annuler des critiques, ou plutôt des fumbles, etc., réduire les dégâts que vous prenez. Donc c'est un peu l'équivalent des points de chance, j'ai envie de dire. Et si vous avez des tables optionnelles, là, c'est pour vraiment créer des personnages très très vite et avec un background gore trash qui colle bien au truc. Par exemple, là, des traits horribles que vous pourriez avoir, vous pourriez être cruel, lâche, inquiet, suspicieux, flemmard, ce genre de choses. Ça permet de générer des trucs aléatoirement. En fait, là, globalement, on se retrouve avec plein de petites tables aléatoires. Par exemple, Broken Bodies. Donc là, vous jetez les dés et ça vous décrit un peu des blessures que vous pourriez avoir. Par exemple, si vous prenez un coup critique, pourquoi pas jeter un dé ici. Ou aussi, bah, justement, quand vous trouvez un cadavre, déterminer un peu aléatoirement son état, etc. Ou même, tout simplement, si vous voulez que vos personnages soient un peu, gritty, un peu blessés de base, genre decaying teeth, c'est pas vraiment, ça marche pas très bien pour un coup critique, c'est plutôt un truc pour décrire, genre, vous avez des dents pourries, quoi. En fait, d'ailleurs, je pense que c'est plutôt ça l'objectif global ici, c'est de créer votre personnage, et je pense que vous pouvez l'utiliser de manière autre, de manière créative. Donc ici, vous pouvez vous faire une sorte de toc, inveterate bug eater, donc vous mangez des insectes que vous trouvez. Votre meilleur ami est un crâne, donc pareil, des tocs pour rendre votre personnage toujours plus bizarre. Ici, troubling tales. Troubling tales. C'est des petites histoires troublantes sur votre personnage. Toujours dans le but, je pense, de créer des personnages assez vite parce qu'on sait qu'ils peuvent mourir tout aussi vite. Ici, des catastrophes magiques. Pareil, ça c'est assez difficile à lire pour le coup. Ça ne cherche pas à être pratique, ça cherche à être stylé. Donc vous avez comme ça des effets secondaires de magie si vous avez des petits soucis. Ici on arrive au niveau des classes qui sont proposées, donc elles ont vraiment un ton assez spécial. Ces équipements ont vraiment un ton qui colle avec le setting et vous ne les retrouvez pas dans la partie où vous créez 100 classes. Donc là on a le Fang Deserter, donc c'est une sorte de guerrier avec Fanged, c'est les crocs. Que je ne sais pas trop comment le traduire. Crochu, non, je ne pense pas. Vous avez le Scutterborn Scum, donc en gros c'est une sorte de voleur, hein, c'est une petite pourriture. Vous avez le ésotérique ermite, donc là c'est plus facile à traduire. Je pense que vous devriez vous en sortir, même si vous n'êtes pas forcément fort en anglais, en tout cas encore moins fort que moi, parce que je galère un petit peu. Wretched Royalty, donc c'est globalement c'est un noble déchu. Heretical Priest, donc le prêtre hérétique. Et Occult Herb Master, donc l'herboriste occulte. Donc voilà, c'est quand même des classes qui qui donnent le ton, quoi. On n'est pas genre sur du je suis un paladin super sympathique, je ne suis pas on n'a pas non plus le rôdeur, tous ces trucs très cool de l'heroic fantasy. Non, là on est vraiment en mode vous êtes des petites raclures ou des gens déchus ou des gens au bord de tomber du mauvais côté de la balance, on va dire, s'il y a une balance dans ce monde. Et voilà, vous allez essayer de vous débrouiller. Ensuite, on arrive sur le bestiaire, pareil, qui donne le ton. Gobelin, scum. Alors les gobelins, franchement, j'ai jamais vu un gobelin qui fait autant flipper. Il est juste affreux. Berserk, Wraith. Donc on a un peu de
de tout, hein, mais dans un thème très sombre. Des liches, on a quand même des trolls, donc il y a du classique, mais au vu des images, etc., on se rend bien compte que ça va être horrible. D'ailleurs, ça c'est un monstre détestable. Vous mettez une petite musique de film d'horreur et vous dites à vos joueurs qu'ils rencontrent une poupée en porcelaine hantée, je pense qu'ils ne reviendront pas à la partie suivante. Il y a des wyverns, enfin bref, on a de quoi faire. Enfin, en vrai, c'est assez léger, mais comme les règles sont hyper simples, vous n'allez pas avoir une grande difficulté à créer vos propres monstres. Ensuite, Outcast. Donc ça, c'est éventuellement des gens qui vont suivre votre groupe, qui vont accompagner votre groupe. C'est des followers. Un petit peu comme sur les réseaux sociaux, mais en plus gore, et qui vont vous aider dans vos quêtes. Donc c'est un truc très OSR d'avoir comme ça la possibilité d'avoir des gens qui vont vous suivre, potentiellement vous aider, potentiellement vous trahir, potentiellement se sacrifier pour vous, si vous avez de la chance. Et ensuite, on arrive sur le scénario qui est fourni. Pareil, truc genre on se dit, est-ce que c'est Justice? Est-ce qu'on est dans une boîte de nuit? Je ne sais pas. Là, vous allez avoir un scénario, du coup, avec des petites rencontres aléatoires que vous pouvez mettre dans le donjon, un petit peu de mise en place, des rumeurs aléatoires que vous pouvez lancer avec des rumeurs vraies ou fausses, donc sur le donjon dans lequel vont se rendre vos PJ. Et ensuite, vous avez un plan. Moi, je trouve que globalement, le scénario est plutôt bien foutu. Vous avez un plan qui vous dit exactement à chaque fois quelles sont les pièces. Et globalement, là, vous avez une vue d'ensemble. Puis ensuite, vous avez le détail. Où à chaque fois, vous avez un petit texte. Et ça, je trouve que c'est très bien. Juste un petit texte qui vous dit comment vous décrivez la pièce. Warm and bright, donc il fait bon, il fait bon vivre, c'est chaleureux. Rotten smell, donc petite odeur de pourriture. Si je ne m'abuse, musique triste au violon, enfin super cool. From the North, donc qui vient de la pièce du dessus. Vous avez le donjon qui est bien sympathique. À chaque fois, les objets qui peuvent être utilisés, trouvés, activés. En fait, la description sommaire de ce qui est important en termes de mécanique et de jeu. Et ça, moi, c'est ça que j'aime bien. Parce qu'en fait, l'ambiance, finalement, ces petits mots-là, c'est largement suffisant. Vous allez vous débrouiller. En général, c'est pas sur ça qu'on galère le plus, je trouve. Alors que les mécaniques, les petits trucs sympas, ça, vous avez envie que ce soit hyper clair. Comme ça, vous pouvez, c'est très activable. En fait, vous pourriez presque jouer le donjon en vous servant de ça. Alors que, par exemple, si vous prenez un gros bouquin de Donjons et Dragons, par exemple, je pense que vous êtes obligé de reprendre une feuille à côté pour prendre des notes, etc. Là, non, en fait, on vous présente le truc tel des notes. Et je trouve que c'est une bonne inspiration sur comment vous-même vous pourriez écrire vos propres sets de jeu pour pas avoir à tourner dans les pages d'un livre. Bah, faites comme ça, en fait. Là, c'est très facile à utiliser. Et j'aime beaucoup. C'est ce que j'essaie de faire, moi, quand je prépare mes parties. Donc, vous avez, voilà, comme ça, un donjon avec des pièges, des créatures, etc. J'ai pas lu tout le détail. Par exemple, ici, vous avez un symbole qui vous dit « Random Encounter ». Donc là, vous faites une rencontre aléatoire. Enfin, c'est beaucoup plus pratique que la première partie du livre, en fait, étonnamment. C'est hyper bien foutu. Après, j'ai lu en diagonale, il y a quelques trucs qui m'ont un peu surpris. Par exemple, dans un couloir, je crois que c'est là, corridor, vous avez un piège et on vous demande de faire un test plus ou moins de perception, en fait, pour découvrir qu'il y a un piège. Ce que je trouve, en fait, un peu étrange parce que dans l'OSR, en général, on est plus habitué à ce que le MJ décrive directement ce qu'on perçoit, et ensuite on essaye de comprendre comment fonctionne le piège et de l'éviter. Là, vous pourriez potentiellement tomber dans le piège parce que vous n'avez pas réussi votre test de perception, enfin de présence, mais globalement, ce qu'on vous dit, c'est que si vous le ratez, vous ne voyez pas les petites lignes angulaires au sol qui vous montrent qu'il y a un piège. Donc voilà, vous avez un petit donjon qui est bien présenté, qui est très sympathique. Donjon aussi, le truc assez cool, c'est qu'il a pas l'air trop linéaire, puisqu'il y a des rencontres aléatoires et qu'en plus les pièces sont reliées entre elles, quoi. C'est pas un couloir. Donc assez intéressant. Ensuite, on arrive sur les dernières tables aléatoires. Première table aléatoire, où est-ce que vous vous rendez? Paf. Par exemple, si vous voulez commencer une campagne, genre sur le pouce, vous jetez un dé et paf, vous vous rendez vers la vallée des morts, vous rendez vers les terres, les champs écorchés de Kyrgus.
Là, vous avez des Adventure Spark, donc des idées, genre pour trouver une idée d'aventure. Par exemple, des doppelgangers qui se ressemblent au PJ deviennent fous, passent en mode berserk et tuent tout le monde. Paf, début d'histoire. Ok, vous faites emmener en prison, on croit que c'est vous qui avez tué tout le monde, alors qu'en fait c'est quelqu'un qui avait votre apparence. Qu'est-ce que vous faites? Donc là, on a vraiment des petites pistes pour aller très très vite dans le vif du sujet, c'est plutôt cool. Là, on a qui vous contacte ou quoi. Par exemple, pour savoir qui va être le donneur de quête, j'en sais rien. Vous avez plein de petits trucs comme ça pour là ici un petit générateur aléatoire de donjons, un peu sample rooms, imminent danger. Donc vous pouvez voilà créer des trucs. C'est très OSR, c'est très concis, bien concentré, c'est bien foutu. Et dernier truc du livre qui est très cool, je trouve, c'est que là vous avez le résumé de toutes les règles importantes du jeu là-dessus. Donc, comme c'est OSR, ça tient très facilement là-dedans. Mais en réalité, même sur des jeux plus compliqués, genre les mécaniques de base sont vraiment résumées à un endroit et vous n'avez pas à chercher partout. Et la page d'en face, c'est tout simplement les références directes aux éléments du jeu, genre le monde, les créatures et les règles. Donc en fait, dans l'absolu, bon là, c'est un peu compliqué de vous montrer, mais vous pourriez très bien faire ça, et puis c'est globalement un écran du maître du jeu en fait. Et c'est ça qui est assez cool. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Morkbjörg, un jeu duquel je n'attendais rien, mais je suis plutôt agréablement surpris par la qualité du livre. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne sais pas si ce jeu vous intéresse, dites-moi dans les commentaires. Pour ceux que ça intéresse, certainement, vous avez un peu plus poussé votre réflexion autour du jeu, vous pourrez peut-être ajouter quelque chose, le contextualiser un peu plus. Quelle était vraiment l'idée des auteurs derrière ce livre? Moi, je ne sais pas trop. Dites-nous tout dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ.